Nous sommes le lundi 23 février. Voici à la une. Bonjour, bon lundi, bon début de semaine. C'est Mathieu Bellumeur au microphone. J'espère que vous allez bien ce matin, que vous avez passé une belle fin de semaine. Merci d'être des nôtres pour lancer cette nouvelle semaine qui commence aujourd'hui. Évidemment, on va revenir à l'émission sur ces violences au Mexique. Dans plusieurs régions, dans plusieurs villes, il y a eu donc des affrontements violents avec l'arrestation, la mort d'un puissant chef de cartel. Impact, bien sûr, pour les touristes. On est en pleine période touristique là-bas. Évidemment, plusieurs fuient l'hiver pour aller profiter de la chaleur du Mexique. Donc, quels sont les derniers développements? Jean-Philippe Robillard sera avec nous dans les prochaines minutes pour faire le point là-dessus. Et bien sûr, aujourd'hui et tout au long de la semaine, et ça a commencé cette couverture spéciale hier, on va revenir sur cette guerre en Ukraine. 4 ans donc de guerre depuis le début de l'invasion russe en Ukraine. Ça va bien sûr faire partie de l'actualité tout au long de la semaine. L'équipe est avec moi autour de la table avec une petite revenante, Julie-Jasmine Boudreau, qui est de retour. Bonjour Julie-Jasmine, aux actualités culturelles. Comment ça va? Eh bien, je vais bien. Je peux vous dire buongiorno, si vous préférez, en italien, ou good morgen en norvégien. C'est ça, je me dis, parce que Julie était à la description, Julie-Jasmine, du ski de fond. Oui. Moi, je me suis dit que vous avez probablement amélioré un peu votre norvégien, votre suédois. Je dirais que toutes mes langues scandinaves. Connaissez-vous Claybo? À oui, peine. peut-être, d'accord. À peine. Non, je l'ai vu et pas à peu près. Lui qui a vraiment fracassé tous les records. Alors voilà, je sors de mon expérience olympique et je remets mon chapeau de culture. Parfait. Bien, bienvenue dans l'équipe. On est content de vous accueillir. On va parler des BAFTA un peu plus tard. Oui, grande cérémonie de récompense britannique. Ce sont les Oscars chez, évidemment, ces gens-là. Alors, y parlant d'Oscars, le film qui a remporté pourrait peut-être mettre un peu la table à ce qui va se passer aux Oscars le 15 mars prochain. Alors, on va jaser du grand lauréat de cette cérémonie d'hier soir. Parfait. On vous retrouve dans les prochaines minutes à la fin de l'émission. Parlons sport maintenant avec Jean-François Paradis. Oui. Remis de vos émotions d'hier? Oui, par rapport à... Je sais pas. Une certaine médaille d'argent, disons. Vous pensez encore à ça, vous? Un petit peu. Quel match de hockey, quand même. Quel match de hockey. Ça a été un grand tournoi et ça a été un grand match pour la finale. Ça a été la même chose du côté des femmes, par ailleurs. Donc, les Jeux olympiques qui sont terminés hier, et comme le veut la tradition, on a terminé ça avec la finale du hockey masculin. Revers du Canada, 2-1 en prolongation contre les États-Unis. Oui, quand on le dit. Et vous savez, je regardais les faits saillants ce matin. Hier, je regardais les faits saillants. Ça faisait encore plus mal. J'avais l'impression qu'ils avaient manqué à peu près 20 buts potentiels, les Canadiens. On le sait, Jack Hughes a marqué le but victorieux sur une passe de Zach Werenski après un essai infructueux, entre autres, de Nathan McKinnon, un autre essai infructueux. Je vous dis ça comme ça, 42 tirs pour le Canada contre 28 pour les États-Unis. Ça, c'est Martin Leclerc qui a sorti ses chiffres hier en analyse du match. 24 chances de marquer de qualité, là, on nomme ça comme ça, pour le Canada contre 11 pour les États-Unis. En temps normal, on remporte le match. C'est pas ce qui s'est passé. Est-ce que vous connaissez Connor Hellebuck? Bien sûr. Je pense que oui, bien sûr. Donc, le héros du match a été le gardien américain Connor Hellebuck, reconnu comme un des meilleurs gardiens de but de la Ligue nationale, par ailleurs avec les Jets de Winnipeg, 3 fois trophée Vézina. Il avait par contre, et c'était justifié, c'était réel, il avait la réputation de s'écraser en séries éliminatoires ou lors des matchs cruciaux, a renversé donc cette réputation hier. Je regardais les chiffres pour le tournoi de Connor Hellebuck. C'est une moyenne de 1,18 et un pourcentage d'efficacité de 956. 1,18 buts accordés par match, c'est ça que ça veut dire. C'est pas beaucoup, ça. C'est pas beaucoup. Pour les gens pour qui ça ne dit pas grand-chose, ça, ce sont des chiffres de l'époque de Patrick Roy. Ouais. Maintenant, les gardiens de but n'ont plus des chiffres comme ça dans la Ligue nationale. Donc, c'était vraiment un tournoi exceptionnel pour ce gardien de but qui s'est dressé devant le Canada. Écoutez, les États-Unis ont ouvert la marque à leur premier tir à la 6e minute de jeu. C'est Matthew Boldy qui a marqué un très beau but en s'échappant. C'est faufilé entre Devin Taze et Cale Makar. Le Canada a peu à peu renversé la vapeur et même, je vous dirais, rapidement renversé la vapeur. Ils ont dominé la deuxième période 19-8 au chapitre des tirs au but. En fait, le Canada a dominé le reste du match. Ils ont vraiment été très forts. C'est resté 1-0 jusqu'à la fin de deuxième période, jusqu'à ce que Cale Makar réussisse à marquer sur une passe de Devin Taze sur un jeu préparé par Nick Suzuki qui a tout fait le travail sur le jeu, mais pas récolté de passe, mais il a été très efficace sur ce jeu, Nick Suzuki. Et les chances du Canada par la suite de marquer à répétition. McDavid en échappé au milieu de la deuxième période, bloqué. Un avantage numérique à 5 contre 3 pendant 96 secondes, infructueux en deuxième période. Début de troisième période, un arène extrémiste d'Hellebuck avec le bâton sur Devin Taze. McKinnon, filet ouvert en troisième période. Le jeu était parfait, filet ouvert, c'était un but, frappe le poteau. Ça a été comme ça jusqu'à la toute fin.
fin, jusqu'à ce que Jack Hughes, à 3 contre 3 en prolongation, ça a dérangé les amateurs de hockey. J'aurais aimé voir une finale 5 contre 5. C'est ça. Ça, c'était un peu surprenant à 3 contre 3. On le fait dans la Ligue nationale durant la saison parce que la saison est longue et on veut que les matchs s'écourtent. Mais pour une finale comme ça, olympique, mais remarquez que ça a été... les Américains se sont retrouvés à 3 contre 3, ils l'ont emporté. Oui, en tout cas, une défaite qui a fait mal. Je me suis levé à quelques reprises, excité, emporté par l'émotion dans le salon, mais notamment lors d'échapper. C'était un match excitant à regarder. Mais un très beau tournoi. Connor McDavid qui a été nommé le joueur par excellence du tournoi, mais peut-être que Hellebuyck aurait pu l'être nommé également. Retour des activités, ça veut dire dans la Ligue nationale, parce que évidemment, les jeux sont terminés. C'est ça. Donc, ces joueurs vont revenir dans la Ligue nationale. La Ligue nationale qui reprend ses activités mercredi le 25. Les Maple Leafs se joueront contre Tampa Bay, les Jets de Connor Hellebuyck contre les Canucks, Edmonton contre Anaheim. Jeudi, les Sénateurs reçoivent les Red Wings et le Canadien sera l'autre des Highlanders. Et puis la LPHF en hockey féminin, on reprend les activités jeudi. Un match, la Victoire de Montréal sera en visite à Newark chez les Sirens. Un gros merci, Jean-François. Merci beaucoup, bonne journée. Véronique, la météo, on voit ce qui se passe aux États-Unis, entre autres à New York. On voit le blizzard qui frappe cette ville importante des États-Unis. Est-ce que ça s'en vient vers chez nous? Bien, quand même, c'est commencé du côté des provinces de l'Atlantique, secteur de la Nouvelle-Écosse aujourd'hui. On va y goûter avec des accumulations qui vont dépasser la trentaine de centimètres par endroit. L'Est du Québec pourrait être accroché aussi au passage avec une 10-15 centimètres possible vers la Gaspésie, 5 à 10 vers la Basse-Côte-Nord. Les îles de la Madeleine n'y échapperont pas aussi avec 25 centimètres de neige. Donc, c'est pas mal là où ça va se concentrer. Ailleurs, on évite. On se retrouve sous un ciel quand même assez nuageux, mais des conditions venteuses et du temps assez doux pour commencer la semaine. On aura des températures maximales de 0-4 pour aujourd'hui. Alors, c'est sûr qu'il y a un peu de vent, mais quand même, plutôt nuageux, venteux et doux, c'est ce qu'on retient. Partiellement nuageux la nuit prochaine. Et derrière ce passage de cette perturbation là, qui affectera principalement province de l'Atlantique et secteur extrême-est du Québec, il y a du temps plus froid qui se dessine. Ça va paraître dès aujourd'hui sur le nord-ouest, mais on sentira plus au sud, centre du Québec demain, avec des températures minimales la nuit prochaine qui varieront entre moins 14 et moins 17. Et là, demain, moins 7, moins 9, pas plus, même si on retrouvera quand même une part de soleil en cours de journée. Disons que c'est un petit peu le yo-yo côté température. Donc, demain, plus froid et ça va remonter mercredi près des valeurs de saison. Avec un petit peu de neige, ça pourrait laisser 1 centimètre ou 2, cette perturbation-là. On parlait de temps plus froid du côté de l'Abitibi. Bien, le maximum aujourd'hui, ce sera moins 18, venteux également. Généralement nuageux aussi. Ciel assez nuageux également pour le Saguenay, le lac Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent. Les vents sont présents. Les températures oscilleront autour de moins 7 degrés. La neige commencera cet après-midi du côté de la péninsule gaspésienne. Ça s'ennuage sur la Côte-Nord. On a parlé de 5 à 10 cm pour la Basse-Côte-Nord également. Île-de-la-Madeleine, on a dit autour de 25. En territoire ontarien, il y a du temps froid sur le nord, sur le centre, moins 14, moins 15, sous un ciel assez variable pour le nord. Faible neige vers la portion centre. Toronto, Windsor, venteux, mercure à la baisse, moins 7, moins 8 degrés. C'est ce qu'on atteindra cet après-midi. Près de 0 à Ottawa, sous un ciel variable, ça reste assez clément. Dans l'ouest, il fera 11 à Vancouver, ciel variable dans l'ensemble et généralement nuageux dans les prairies, avec quelques éclaircies. Les températures oscilleront autour de moins 11 vers Edmonton, 3 degrés à Calgary, moins 3 à Regina et moins 11 dans le secteur de Winnipeg. Donc, c'est quand même une semaine à saveur d'hiver là, qui s'installe un peu partout au pays. Merci beaucoup, Véronique. Bonne journée. À la une des différents quotidiens en ce lundi 23 février, il est beaucoup question de cette cérémonie de clôture et de la fin de ces Jeux olympiques à Milan-Cortina, évidemment. On y revient, entre autres, dans le Journal de Montréal avec 10 événements crève-cœur pour le Canada et 10 grands moments pour les athlètes canadiens. Il est question, entre autres, pour les moments crève-cœur, des défaites au hockey, de cette médaille d'argent. Toujours difficile de recevoir une médaille au hockey ou dans des tournois comme ça, parce que lorsqu'on le reçoit, la médaille d'argent, c'est parce qu'on a perdu une partie. Il est question de chute, notamment en patinage de vitesse ou encore en ski. Puis dans les moments, disons, en or, évidemment, les descentes de Megan Oldham, certaines courses en patinage de vitesse également. On peut penser à Valérie Maltais qui était porte-drapeau pour la cérémonie de clôture. Laurent Dubois aussi qui a mis la main sur une médaille de bronze et la médaille d'or de Michael Kingsbury à sa dernière compétition aux Jeux olympiques. Donc, vous retrouverez ces moments dans le Journal de Montréal, dans le Journal de Québec et plusieurs articles ce matin dans les quotidiens
Quotidien. Il parle de deux choses, la cérémonie de clôture des Jeux olympiques et de cette défaite du Canada donc dans le tournoi olympique. Cruel, c'est d'ailleurs le titre de la presse de ce matin qui nous présente aussi un dossier sur l'explosion des coûts du projet fédéral CURAM, un projet informatique. Ulysse Bergeron et Hugo Jonca signent le dossier. Des milliards pour les firmes informatiques privées. Après le scandale du logiciel de paye, Phoenix Ottawa va de déboire en déboire pour son projet CURAM, un projet qui vise à moderniser son paiement des prestations, dont la sécurité de la vieillesse. Et on apprend que sur une facture de plus de 6,5 milliards de dollars, 6,6 milliards de dollars, 3 milliards 400 millions sont allés au privé. Donc, un développement qui coûte cher, qui engloutit beaucoup de fonds publics. Les sommes en fait, les 2/3 de ce qui a été dépensé par Ottawa a été donc décaissé pour le projet de modernisation du versement des prestations fédérales basé sur ce logiciel CURAM, un projet qui a quand même été lancé en 2017, un dépassement des coûts estimé à près de 5 milliards de dollars qui en fait le projet de modernisation informatique le plus cher de l'histoire du gouvernement fédéral. On a beaucoup parlé des déboires de Saclay et des problèmes des virages informatiques au sein du gouvernement du Québec et c'est assez préoccupant de lire cet article et ces dépassements de coûts au niveau fédéral en termes de transformation numérique. Justement, vous pourrez lire ce dossier dans la presse. Sur le site de Radio-Canada, on nous parle de cette invasion russe en Ukraine, 4 ans donc depuis le début de cette guerre. Notre envoyé spécial, Raphaël Bouvier-Auclair, signe un texte sur les génératrices qui sont omniprésentes à Kiev face aux attaques russes dans les rues de Kiev. Un son domine tous les autres, celui des génératrices, écrit Raphaël, avec les frappes contre les infrastructures énergétiques et les pannes de courant répétées depuis le début de l'hiver. Ces appareils sont devenus incontournables et avec ce son vient l'odeur du carburant qui alimente justement ces génératrices qui sont rendues nécessaires et omniprésentes à Kiev. Vous pourrez lire ça sur le site de Radio-Canada. En une du Devoir, Jolin Barrette reste convaincu de la légitimité de sa Constitution. On a appris que le ministre, vendredi dernier, a retiré un article très contesté de son projet de Constitution du Québec, celui sur l'avortement. Dans le Devoir, on revient sur le fait que malgré tout, et malgré d'autres critiques sur d'autres éléments de ce projet de Constitution, Simon Jolin Barrette a toujours l'intention d'adopter cette Constitution, reste convaincu que c'est légitime de le faire. Article à lire dans le Devoir de ce matin. Un mot en terminant sur le Globe and Mail qui nous parle de la Couronne qui a abandonné une ancienne affaire de drogue qui visait un suspect dans une enquête sur la police de Toronto. C'est un homme qui est désigné comme un acteur central, vous savez, dans cette enquête pour corruption policière à Toronto, qui a ébranlé véritablement le système de justice criminelle. On apprend dans le Globe and Mail de ce matin que début 2023, un des agents qui a été arrêté, des accusations contre lui avaient été déposées à l'époque et avaient été abandonnées sans raison apparente, sans explication en 2023. Est-ce que c'était en raison d'une enquête plus importante dont les développements, on les a connus récemment? Peut-être, mais vous pourrez retrouver ça ce matin dans le Globe and Mail. Jean-Philippe Robillard se joint à nous. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Mathieu. Alors oui, calme précaire qui règne ce matin dans la station balnéaire de Puerto Vallarta au Mexique. Journée de tension. Hier, les habitants et les touristes ont été sur un pied d'alerte. On a demandé même aux gens donc de rester chez eux, de ne pas sortir ou sortir le moins possible. La situation, ceci dit, se serait donc calmée au cours des dernières heures. Oui, même si le gouvernement mexicain, Mathieu, affirme que la plupart des barrages routiers ont été démantelés, que les routes ont été rouvertes, tout n'est pas réglé là-bas. Les autorités mexicaines demandent donc à la population, aux gens qui sont au Mexique, de faire preuve de prudence, d'une grande prudence, même de rester chez eux. Même chose pour les touristes. On leur demande de rester à leur hôtel. On écoute Yves Boutin, qui est un Québécois qui est à Puerto Vallarta. Et je levé les yeux vers le ciel et là, j'ai vu un immense panache de fumée. Et là, on a vu sur la 200, qui est la route principale qui traverse Puerto Vallarta, plein de véhicules en feu. J'ai été témoin de gens qui étaient pris dans un 3e étage avec un feu. Et en revenant vers chez moi,
Il y avait des gens du cartel en moto qui étaient en train d'incendier un OXXO, qui est un dépanneur là-bas, une chaîne de dépanneurs. Oui, alors c'est ce qu'a vécu ce Québécois-là. D'ailleurs, aujourd'hui, les écoles et les palais de justice là, sont fermés dans la plupart des États du Mexique. Ouais, et Affaires mondiales Canada donc, a publié une recommandation pour les touristes canadiens qui sont là-bas de rester à l'abri. Oui, de se mettre à l'abri, d'être prudent, de faire preuve, Mathieu, en fait, d'une grande prudence parce que la situation, il évolue rapidement. On demande également d'éviter les zones touchées, de limiter aux Canadiens, aux touristes canadiens, de limiter leur déplacement, de respecter également les conseils des autorités mexicaines, que ce soit un couvre-feu ou encore des ordres de confinement. Affaires mondiales Canada qui recommande également aux touristes canadiens qui sont là-bas de vérifier s'il y a des retards ou encore des modifications dans les horaires de vol avant de prendre la route et de se rendre dans les aéroports. Parce qu'il faut le dire, hein, c'est la haute saison là, de touristique à l'heure actuelle dans son pays. On écoute Claude Guérin, un autre Québécois qui, lui, vit au Mexique. J'ai été réveillé par ce qui m'a semblé un coup de feu, par un cri d'une femme qui hurlait. Je trouve que c'est irréel. C'est des scènes. Souvent, on entend des reportages, c'est comme une scène de guerre. Ben, je vais vous dire, je ne vais pas exagérer. Et selon Ottawa, il y a environ 19 000 Canadiens là, qui seraient à l'heure actuelle au Mexique. Là. Des vols qui ont été annulés aussi? Oui, il faut vérifier. On le disait tantôt avant de partir parce qu'il y a beaucoup de vols annulés. Hier, Mathieu, il y a même des vols là, qui ont été déroutés. Tout ça est en lien avec la mort d'un puissant baron de la drogue. Oui, effectivement, c'est un leader. Les autorités mexicaines donc, qui ont abattu le chef d'un cartel de la drogue surnommé El Mancho pour répondre aux pressions de l'administration Trump. Les États-Unis auraient d'ailleurs donné un coup de pouce au gouvernement mexicain dans cette opération-là. Donc, et c'est ce qui a déclenché des actes de violence un peu partout en réaction donc des bandes criminelles. Il y a eu des voitures incendiées. Il y a eu, comme je disais tantôt, des barrages routiers aussi. Évolution, une situation en évolution. On va suivre ça tout au long de la matinée avec vous. Merci Jean-Philippe. Merci, au revoir. And the BAFTA goes to one battle after another. Comme un petit suspense lors du moment de l'ouverture de l'enveloppe. Une bataille après l'autre, Julie Jasmine, donc grand gagnant des BAFTA, les récompenses du cinéma, donc en Grande-Bretagne. Exactement. Alors, grand lauréat, une bataille après l'autre, annoncée par Glenn Close, qui a pris le temps d'ouvrir l'enveloppe. Et c'est du réalisateur américain Paul Thomas Anderson. 6 prix au total, Mathieu, pour cette comédie noire, qui est aussi à la fois un film d'action sur les dérives de l'extrême droite, qui pourchasse d'anciens révolutionnaires. Et grand sacre ici, je disais 6 prix parce que meilleur film, meilleur réalisateur, meilleure direction photo, meilleur acteur de soutien. Sean Penn, qui est dans ce film-là, qui est renversant en colonel, dirigeant militaire impitoyable. Les acteurs principaux n'ont pas remporté. Je pense à Leonardo DiCaprio. On a préféré un jeune acteur britannique de 33 ans pour le film I Swear. Et ça fait aussi écho, ce film-là, à ce qui se passe aux États-Unis, bien sûr, avec les actions de la police de l'immigration. Donc, le réalisateur du film a bien souligné, lorsqu'il est monté sur scène, il a dit, oui, il faut mener la révolution, mais il faut le faire sans violence, si possible. Et a appelé les spectateurs à, bien sûr, garder espoir. Et la course aux récompenses n'est pas terminée pour ce film-là parce que, rappelez-vous qu'il avait remporté le film le Golden Globe de la meilleure comédie au début du mois de janvier. Et là, les Oscars s'en viennent. Ce sera le 15 mars prochain. Et souvent, il y a les Screen Awards aussi qui nous donnent un peu le pouls de ce qui pourrait se passer. Et d'ailleurs, une bataille après l'autre est le deuxième film le plus nommé pour l'instant. Le tout premier étant Sinners avec 16 nominations. Alors voilà, la réponse, bien sûr, dans 2 semaines. Aux Oscars. Une réalisatrice québécoise qui a reçu les grands honneurs à Berlin. Samedi soir, c'était la remise des prix. Geneviève Duluth-Dessel a remporté un ours d'argent du meilleur scénario pour son film Nina Rosa. Je vous avais parlé de ce film-là qui est en compétition officielle donc durant les derniers jours. Puis c'est une coproduction Canada, Bulgarie, Italie et Belgique. Et ça raconte l'histoire d'une jeune artiste bulgare, une peintre de 8 ans qui devient littéralement, donc, ses œuvres d'art deviennent virales sur le web et qu'on envoie un expert d'origine bulgare, mais c'est un Québécois, et dont les fantômes du passé vont ressurgir. Et d'ailleurs, Geneviève Duluth-Dessel, elle, c'était son 2e prix qu'elle remportait à Berlin. Elle avait déjà présenté Une colonie en 2019, son premier long-métrage. Et durant ses remerciements mercredi, elle a dit ceci, elle a parlé de la position précaire du Canada et du Québec dans le contexte culturel nord-américain avec les États-Unis. Je vais vous la faire entendre, c'est en anglais, mais on va traduire.
Tonight, I'm also carrying the voices of my Canadian and Quebec community. Yeah, surrounded by an often very invasive American culture, our big neighbor, I'm proud we are still resisting to keep our identity alive. Alors voilà, elle a parlé de la culture américaine envahissante et de notre gros voisin du Sud, là, vous l'avez probablement bien compris. Et aussi, elle s'est portée à la défense des migrants. Elle a dit qu'on doit défendre les plus vulnérables, que chaque geste compte. Et d'ailleurs, tous les lauréats qui ont remporté hier dans leurs films les plus engagés, je dirais, se sont exprimés en soutien à la Palestine. Et souvenez-vous, on avait souhaité, en fait, le président du jury avait souhaité que la Berlinale ne soit pas politique. Oui. Ça a fait controverse, d'ailleurs. Un peu exactement. Ça, même Xavier Dolan s'est exprimé dans les grandes publications européennes. Alors voilà, finalement, la plupart ont tous pris parole en faveur, évidemment, de leur envie de s'exprimer, une position politique. Maintenant, une figure emblématique de la salsa s'est éteinte. Oui, Willie Colon, il est décédé à l'âge de 75 ans à New York, dans sa ville de naissance. Sa famille l'a annoncé hier sur les réseaux sociaux. Tromboniste, chanteur, compositeur, arrangeur. De plus d'une quarantaine d'albums, il en a vendu 30 millions à travers le monde. Alors, sa famille était d'origine portoricaine. Et d'ailleurs, Bad Bunny le cite dans l'une de ses chansons, lui rend hommage. Alors voilà, on a appris son décès. C'est vraiment une des principales figures de la salsa dans le monde, un style émergent des années 60. Willie Colon. Willie Colon. On va se laisser avec un peu de musique. Merci beaucoup, Julie Jasmine. Je vous en prie. Bonne journée. Si on d'ensoleiller un peu votre matin, Marie-Michel Borduas est de retour avec nous, elle aussi. Bonjour Marie-Michel. Bonjour Mathieu. Alors, ce que l'on va surveiller aujourd'hui dans la salle des nouvelles, il sera notamment question de l'Ukraine. Évidemment, parce que ça fera 4 ans demain que la Russie a déclenché son invasion de l'Ukraine. Programmation spéciale, donc, aujourd'hui, à cette veille de ces 4 ans. Pour faire le point, vous pourrez entendre notamment notre envoyé spécial, Raphaël Bouvier-Auclair. Vous parliez de son article à lire depuis ce matin sur notre site Web. Également, émission spéciale du téléjournal ce soir, Céline Galipeau qui va présenter en direct de Kiev une émission où il sera entre autres diffusé une entrevue avec Volodymyr Zelensky. Ailleurs, New York est à l'arrêt. Les déplacements sont interdits jusqu'à ce midi au moins dans cette ville la plus peuplée des États-Unis en raison d'une importante tempête de neige. L'état d'urgence qui a été décrété d'ailleurs dans 7 États du nord-est des États-Unis où il y a plus de 300 000 foyers qui sont privés d'électricité. Puis au Québec, c'est jour de vote dans la circonscription de Chicoutimi. C'est une élection partielle. Partielle, oui, qui vise à combler le siège de député laissé vacant par le départ de l'ex-ministre André Laforêt. Quelques 45 000 électeurs appelés aux urnes. Certains ont déjà fait leur choix lors du vote par anticipation. C'était les 15 et 16 février. On parle d'un taux de participation au vote par anticipation de 11 % selon Élections Québec, qui fera état d'ailleurs des résultats au fur et à mesure du dépouillement. On parle à peu près vers 20h30, 21h, heure de l'Est. Ce sera à suivre. Merci beaucoup, Marie-Michel. Bonne journée. Bonne journée. Voilà pour cette édition d'À la Une. Merci d'être des nôtres. Vos équipes du matin vont prendre le relais dans les prochaines secondes. Bonne journée.